21h à Yaoundé, mesdames, messieurs, bonsoir. Quel plaisir immense de retrouver le peuple panafricain chaque lundi lorsqu'il est 21h à Yaoundé au Cameroun. Justement, Ouro Africa, la tribune par excellence où les idées panafricaines prospèrent. Ce soir, encore au cœur des concepts et combats panafricains, nous sommes et nous allons parler de cette alliance des États du Sahel avec ces trois pays, Niger, Burkina Faso et Mali, et nous interroger sur un pan important de la gouvernance politique de ces pays. Nous allons évoquer ou alors convoquer sur la tribune panafricaine les transitions. On a l'impression, à justement observer ces pays, qu'on va assister à des transitions à l'infini. Vous savez qu'en 2020, lorsque le colonel Assimi Goïta renverse le pouvoir civil, il promet rapidement un retour des civils au pouvoir. Nous sommes en 2024, après 2 prorogations de la transition. Le colonel Assimi Goïta est toujours là. Le général Tchani, idem, la promesse était faite à la CEDEAO justement d'un retour rapide des civils au pouvoir après qu'ils aient renversé le chef d'État démocratiquement élu au Niger. La même question se pose. Le général Tchani est toujours au pouvoir. Que dire du capitaine Traoré qui lui aussi promettait monts et merveilles en termes de transition rapide au pays des hommes intègres. Je parle là du Burkina Faso. Aujourd'hui encore, le capitaine Traoré est là. Va-t-on assister à des transitions à l'infini dans ces pays? C'est la question qui se pose en majeur sur ce plateau de Ouro Africa. Une fois les transitions évoquées, nous allons nous poser ou alors nous projeter sur la démocratie de façon globale et générale sur le continent africain. La démocratie en Afrique est-elle en recul? Peut-on dire que celui qui pensait à l'époque que la démocratie est un luxe pour les pays africains avait vu juste? Peut-on parler de réelle démocratie dans le continent africain? Nous en parlons ce soir sur la tribune panafricaine Ouro Africa. Mesdames, Messieurs, permettez-moi de souffler. Je vous reviens tout de suite après. Retour sur le plateau de Ouro Africa. Je vous sais nombreux déjà à épiloguer sur les thématiques que je viens de vous présenter. N'ayez pas de doute, votre émission Ouro Africa, tribune panafricaine, est essentiellement, j'aime à le dire, interactive. Que vous soyez du côté de Bamako, que vous soyez du côté de Ouagadougou, que vous soyez du côté de Niamey, vous avez la possibilité d'échanger avec nous et de donner votre opinion sur les thématiques présentées. Peut-on parler d'une transition à l'infini dans les pays de l'Alliance des États du Sahel? Ou alors, la démocratie est-elle en recul en Afrique? Vous avez la possibilité sur le continent africain et même ailleurs de donner vos opinions. C'est ça, Ouro Africa, la tribune panafricaine où justement les Africains de tous bords s'expriment et donnent leur avis. Justement, ce soir, pour nous accompagner dans cette réflexion, nous avons convié sur cette table de palabres africaine des personnes, que je dis, des personnalités qui justement vont croiser le verbe pour tirer le meilleur.
Une fois que je l'ai dit, je m'en vais présenter tout de suite la première. Elle nous vient du monde de l'université. Les chercheurs en relations internationales, le docteur Christian Noir, nous fait l'amitié de sa présence ce soir. Bonsoir, docteur. Bonsoir Stéphane Barga, bonsoir à tous les téléspectateurs d'Info TV. C'est un plaisir pour moi d'être là ce soir, d'échanger des questions et des problématiques qui concernent l'Afrique. Vous savez, aujourd'hui, l'Afrique est en quête de développement et surtout en quête d'émergence. Alors, poser les thématiques qui nous amènent à réfléchir dessus nous permettra peut-être d'apporter un peu de ce que nous pouvons pour pouvoir atteindre ces objectifs-là. Merci Christian Noir pour la présence sur ce plateau. Un docteur peut en cacher un autre lorsque nous sommes sur Ouro Africa. Le docteur Jean de Dieu Evouna, expert en sciences sociales, une fois de plus nous fait l'honneur, mais surtout l'amitié de sa présence. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir M. Barga, bonsoir à toute la grande famille africaine, la grande famille de Ouro Africa. Je suis encore là ce soir pour qu'on puisse comprendre, disséquer, analyser, décrypter les questions de géopolitique africaine pour notre épanouissement, notre souveraineté et notre développement. Merci Jean de Dieu Evouna pour la présence. Je poursuis avec un maillon fort, essentiel même de Ouro Africa, le politologue qui monte. Paul Stéphane Menunga nous fait une fois de plus l'honneur et l'amitié de sa présence. Bonsoir, Paul Stéphane. Bonsoir Stéphane Barga, bonsoir à tous les téléspectateurs et internautes. Oui. Vous savez que la dernière fois, j'ai salué les populations de Nanga et beaucoup. Justement, elles ont réagi. Ça fait un grand bruit. Ah bon? Effectivement, ça fait un grand bruit. On espère que ce bruit va interpeller les élites de cette localité. Oui. Pour que les habitants de cette localité ne passent plus 7 jours et 7 nuits dans le noir, sans eau, sans électricité et parfois même sans réseau. Sans réseau, vous dites? Effectivement. Paul Stéphane, vous avez l'art de choquer, tout en disant la vérité. Nanga est beaucoup une localité pleine d'élites, si l'on peut s'exprimer comme ça. C'est quand même surprenant. Effectivement, j'ai l'habitude de dire que c'est le pays co-organisateur. Et c'est surprenant de voir un pays co-organisateur être aussi sous-développé, je pèse mes mots, oui. Aussi sous-développé. Ça nous amène quand même à nous poser des questions sur l'utilité des élites qu'on a dans cette localité. Je parle parce que je suis, je dirais, un enfant de cette localité, parce oui. que ma mère y est de cet endroit dont je sais de quoi je parle. C'est quand même paradoxal d'avoir autant d'élites et d'être aussi sous-développé. Je pense que le feu docteur Charles Ateba Ene avait parlé des paradoxes du pays organisateur. Moi, je pourrais peut-être écrire sur les paradoxes du pays co-organisateur. Merci Paul Stéphane Monunga pour la brève transition. On va rester attentif à la situation des populations de Nanga et Boko qui aussi nous ont plus ou moins tensés. On espère que les élites que nous savons puissantes et nombreuses vont mettre un terme aux souffrances de ces populations-là. Je m'en vais terminer les présentations avec le seul et unique politicien sur le plateau. Il porte la casquette du parti camerounais pour la réconciliation nationale. Il est dans une forte activité médiatique. Il est partout. Yaya Bello, cadre du PCRN. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Stéphane, merci beaucoup pour l'invitation. Bonsoir aux co-panélistes et surtout bonsoir aux nombreux Africains qui sont en train de nous suivre. Je veux essayer, merci d'abord pour l'invitation. Je vais embrayer le pas à mon ami Stéphane Mendoba pour dire bonsoir aux populations de Minganga et en général les populations du Septentrion qui non seulement n'ont pas la lumière de façon régulière en cette période de sécheresse, n'ont pas aussi d'eau, parce que quand on coupe l'eau, la lumière, on coupe automatiquement aussi de l'eau. Oui. Pire encore, dans une période où il fait excessivement chaud, dans la partie du pays où la majorité des populations sont dans le mois de Ramadan. Alors je vous laisse imaginer ce que c'est que de gêner sans avoir l'eau à boire
le soir. Donc ces populations, plusieurs fois nous ont interpellés parce que l'année passée, je suis moi-même allé à la rencontre du ministre de l'eau et de l'énergie pour lui poser le problème de ces populations qui, lorsque la lumière part, c'est pas pour une demi-journée, mais parfois pour 2-3 semaines consécutives. Et qu'est-ce que le ministre vous a dit? On a fait un diagnostic simple. Nous ne sommes pas des experts, mais nous avons fait un diagnostic simple. C'est le problème de transport d'électricité vers ces centres urbains. C'est-à-dire que les poteaux sont toujours tombés, il faut gagner des marchés, il faut les replacer. Nous avons donc proposé au ministre, mais pourquoi ne pas remplacer ces poteaux-là en bois par du métallique? Moi, j'ai discuté avec le ministre. Le ministre nous a dit, ok, il n'y a pas de souci, on va voir ce qu'on va faire. Ça fait déjà bientôt 1 an et demi. Les populations sont retombées toujours dans le même calvaire. Alors, je ne sais pas ce que nous allons faire de nouveau, si ce n'est d'interpeller encore ces autorités, en tout cas celles compétentes dans le secteur de l'électricité, pour que, même si on a une coupure d'électricité, que ça ne fasse pas quand même 1 semaine, 2 semaines, surtout en cette période très compliquée, très complexe pour ces populations. Donc, une fois de plus, si ces autorités nous suivent, s'il vous plaît, les populations souffrent. Essayez d'apporter une solution pérenne à ce problème qui n'a que trop duré. Merci Yaya Bello pour votre plaidoirie en faveur des populations de Menganga. Ceux qui nous regardent depuis le début font la réflexion. Donc certainement, toutes les contrées, toutes les localités ont sensiblement les mêmes problèmes. Problème d'eau, problème d'énergie, problème de route. Alors peut-être il faudrait que les autorités compétentes comprennent aussi le désarroi de ces populations-là et que peut-être elles mettent en branle les compétences qui sont les leurs pour justement, en cette période d'extrême sécheresse, qu'il y ait le minimum. Le minimum, c'est l'eau, c'est l'électricité. Une fois que je l'ai dit, chers messieurs, tout de suite, on se plonge vers ce qui sera la première articulation de cette édition de Ouro Africa. J'ai parlé ici de cette alliance des États du Sahel avec ces transitions à l'infini. Paul-Stéphane Malunga, je vais vous demander de planter le décor. Alors, lorsqu'on parle de transition, beaucoup épiloguent souvent et les interprétations vont dans tous les sens. Est-ce qu'une transition a un délai bien défini? Est-ce qu'elle a une spécificité? A-t-elle une particularité? Comment est-ce qu'on pourrait juger de l'efficacité ou alors du timing d'une transition pour qu'on ne dise pas que celle-ci a trop duré ou celle-là a moins duré? Je vais commencer par dire que généralement on parle de transition politique quand on veut passer d'un régime qui a un lien avec la dictature pour un régime démocratique. C'est là où on parle de transition politique généralement. Et il n'y a pas un timing défini pour une transition parce que si on prend le cas par exemple des pays qui sont concernés, ça dépend en réalité des chantiers qu'on trouve. C'est ça qui peut définir le timing de la transition. Il y a des pays où on peut avoir besoin d'une transition de 6 mois. Oui. Il y a des pays où on peut avoir besoin d'une transition de 5 ans. Il y a des pays où on peut avoir besoin d'une transition d'1 an. Donc, il n'y a aucune règle qui définisse une transition. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que généralement, on parle de transition politique quand on veut migrer d'un régime dictatorial. Parce que dans les dictatures, il y a 2 types de régimes. Et les gens font souvent beaucoup de confusion par rapport à ça. Dans la dictature, il y a le totalitarisme et l'autoritarisme. Tout ça rentre dans ce qu'on appelle la dictature. Et j'ai l'impression justement que vos 2 thèmes sont liés. Oui. Parce qu'à la fin, vous nous questionnez sur les régimes démocratiques en Afrique. Donc il faut donc savoir que quand on parle de dictature, il faut être capable d'identifier de quel type de dictature il s'agit. Est-ce du totalitarisme ou alors de l'autoritarisme? Mais vous allez vous rendre compte que dans la plupart des États africains, on est généralement dans ce que Max Weber appelle des dictatures libérales, c'est-à-dire des régimes autoritaires qui sont différents pour la plupart du temps des régimes totalitaires. Merci pour les précisions, Paul-Stéphane Menunga. Alors, Christian Noah, on se retrouve là avec des pays d'un même bloc, avec des leaders presque au même ADN, ce sont tous des militaires, avec la particularité qu'ils ont fait des promesses de retour
rapide des civils au pouvoir. Nous sommes pour certains 4 ans plus tard, pour d'autres 2 ans, pour d'autres 3, mais personne n'a laissé son fauteuil à un civil. Peut-on comprendre à ce niveau que la parole donnée à la population, aux opposants, à la société civile et même à la communauté internationale ne sera pas respectée et que justement on est en train de migrer vers des transitions à l'infini? Vous savez que on ne peut pas parler de transition à l'infini, puisque ce qui est sûr déjà à la base, une transition devrait avoir une fin. Maintenant, comme l'a dit mon copanéliste tout à l'heure, cela dépend des chantiers et de la feuille de route que chaque leader trouve ou bien promet à sa population ou à son peuple. Oui. Aujourd'hui, nous avons le cas de l'Alliance des États du Sahel. Vous voyez, lorsque certains font les analyses, ils se basent beaucoup plus sur les effets des coups d'État. Oui. Mais pourtant, il est question de s'interroger tout d'abord même sur ces causes. Les 3 pays, justement, ont été au centre, au cœur de coups d'État. Oui, justement, c'est pour cela que je vous parle des causes. Et vous allez vous rendre compte que ces 3 pays ont un élément commun qui les relie. Lequel? Il s'agit de problèmes sécuritaires. Vous allez vous rendre compte que ce soit au Burkina, que ce soit au Niger et que ce soit au Mali, ces 3 pays sont frontaliers et se rejoignent autour d'une zone qu'on appelle l'Iptako Gourma. Cette zone-là, qui est une zone qui a servi de charnière pour les terroristes. Oui. C'est aussi dans cette zone-là où il y a eu beaucoup de trafic d'armes. Trafic d'armes ici instrumentalisé beaucoup plus par les Occidentaux. Donc, cette zone échappait au contrôle des États. Mais aujourd'hui, avec cette alliance des États du Sahel, avec les accords de septembre 2023, il y a eu une force militaire qui a été mise en place pour pouvoir avoir un contrôle et stabiliser cette zone-là qui était une base charnière pour les terroristes. Donc, aujourd'hui, parler de transition sans fin, pour moi, je me dis que c'est un peu penser ou bien aller un peu à travers. Et c'est même un peu fuir le débat. Oui, le débat à quel niveau? Le débat est de savoir qu'est-ce qu'ils ont promis et qu'est-ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, ces présidents qui font la transition aujourd'hui. Est-ce que pour leur peuple, aujourd'hui, ils réussissent à atteindre les objectifs qu'ils ont promis, ou bien est-ce qu'ils sont en train de vouloir atteindre ce qu'ils ont promis au peuple? C'est la question qui va falloir. La question se pose, je reste avec vous 1 minute. Au Mali, par exemple, la transition a été prolongée 2 fois. C'est le mardi 26 mars que la 2e prorogation s'achevait. Le colonel Assimi Goïta n'évoque toujours pas le calendrier, ou alors un calendrier agenda par rapport à une quelconque élection présidentielle. La question sécuritaire est brandie. Tant qu'il n'y a pas de sécurité au Mali, il n'y a pas élection. Mais est-ce qu'à elle seule, elle suffit? S'il y a une armée puissante qui serait dirigée même par un civil, on peut combattre le terrorisme. Est-ce qu'on a besoin qu'on ait un militaire au pouvoir pour pouvoir combattre le terrorisme? Bon, vous savez, monsieur Mbarga, chaque État a ses spécificités. Vous voyez le cas du Mali, par exemple. Assimi Goïta va vous faire comprendre que grâce à son armée, il a réussi à reconquérir le nord du Mali. Grâce aussi avec ses conventions, ses accords de coopération militaire avec la Russie, qui ont fourni de nouveaux drones et tout. Il y a eu une évolution au niveau de la coopération. Nous sommes quittés d'un système pro-français à une ouverture vers d'autres acteurs de coopération. Aussi, parlant toujours du cas du Mali, vous allez vous rendre compte que pour le peuple malien, parler d'élection aujourd'hui, ce n'est pas une priorité. La priorité est de rétablir ce qu'on appelle la sécurité de l'État. Et c'est grâce à cette sécurité de l'État que le Mali pourra atteindre ses objectifs de développement. Nous ne pouvons pas vouloir le développement dans le désordre.
C'est la raison pour laquelle vous allez vous rendre compte que ces présidents, qui sont des hommes en treillis, savent bien manager dans une certaine mesure. Et je pense que lorsqu'ils pourront mettre à terme ce qu'ils ont pour objectif, ils vont organiser les élections et permettre aux civils de pouvoir regagner, de pouvoir prendre le pouvoir par des voies démocratiques. Merci, Christian Noah. Docteur Ivuna, Jean de Dieu. Alors, on se retrouve là avec des paroles données au peuple, mais qui ne sont pas tenues. On avance des questions sécuritaires. Mais le docteur Noah a évoqué un aspect. Il dit les peuples du Mali, pour les peuples du Mali, l'élection n'est pas une priorité. Mais sur quoi est-ce qu'on peut fonder un argumentaire pareil? Est-ce qu'il y a eu un sondage pour demander au peuple malien si, par exemple, eux, ils veulent un civil au pouvoir ou alors un bail indéfini pour le colonel Assimi Goïta? Sur quoi? Sur le fait que le peuple ne revendique pas le changement de la tête des institutions. Oui. Premier point. Pourquoi? Parce que le peuple se sent enfin en sécurité. Le peuple se sent enfin en sécurité. C'est-à-dire, voyez-vous, il faut se le dire, hein, nous parlons là de transition, mais ces trois États sont partis de la transition pour l'alternative au pouvoir, l'alternative politique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont partis d'un changement de système de gouvernance. Oui. Puisqu'ils ont attaqué des contrats, je veux dire des conventions coloniaux, c'est-à-dire des accords coloniaux. Oui. Et ça, nous le savons tous. C'est-à-dire, au Niger, la France est partie, elle a été chassée. Aujourd'hui, c'est les États-Unis qui sont chassés. C'est pas, quand on parle seulement de questions de sécurité, c'est aussi des questions de sécurité en renversant les anciens partenaires. Oui. Qui sont des impérialistes, il faut le dire. Et il faut comprendre que lorsqu'un État est victime du terrorisme, il rentre directement dans une économie de guerre. Une économie de guerre. Voyez-vous, la Russie, la grande Russie, vient d'entrer en économie de guerre. L'Ukraine, le contrat de l'Ukraine, je veux dire, le mandat du président ukrainien finissait hier. Oui. Il l'a prolongé. Voyez-vous, même l'Europe qui n'est pas en guerre directement avec la Russie, est en train d'entrer en économie de guerre. Comment pouvez-vous demander aujourd'hui à ce que trois États qui vivent le terrorisme depuis la chute de la Libye soient en train d'opérer une transition, une élection? Comment? Alors que les populations sont déplacés, il y a beaucoup de déplacements internes, de déplacés internes, pardon. Et maintenant, l'économie est en guerre. La question que je pose, est-ce qu'un civil ne peut pas combattre le terrorisme? Non. Il faut absolument un militaire pour combattre le terrorisme. À la tête de ces États, de ces trois États, les civils ont échoué. Les civils ont échoué. Et les chantiers qui ont été engagés, comme l'ont souligné mes companélistes, c'est des chantiers de sécurité, d'alternatives politiques. Ils ont attaqué l'impérialisme à la racine. C'est aussi un autre chantier de guerre. Au-delà du terrorisme, il y a aussi l'aspect qu'ils veulent renverser, ils ont une tendance à renverser le néocolonialisme. Et c'est même plus dangereux que le terrorisme armé. Pourquoi? Parce qu'il est question ici d'idéologie. Ils promotent une idéologie de panafricaniste, purement. Et c'est aussi une guerre. Il n'est donc pas question aujourd'hui de parler d'élections. Si déjà l'Ukraine, qui se revendique être en guerre et ne peut pas organiser une élection, si Israël refuse d'organiser une élection parce que les populations, les milliers et des millions de personnes sont dans les rues en Israël en train de demander une élection anticipée et le Premier ministre Netanyahu refuse et prend pour prétexte qu'ils sont en guerre. Comment voulez-vous qu'il y ait des pays qui sont divisés? Israël n'est pas divisé. Hein? Israël a seulement eu une opération terroriste du Hamas et se déclare aujourd'hui perpétuellement en guerre. Pas terroriste quand même. Pardon? Je dis perpétuellement en guerre, refusant d'organiser, de faire ce que le peuple réclame. Nous avons l'Ukraine qui est environ à
20-25% du territoire divisé, tant qu'il ne rentre pas. Et comment voulez-vous que le Niger, le Burkina et le Mali qui a été coupé en deux, quand le Mali retrouve Kridal, on trouve qu'il y a des puits de pétrole, des puits de gaz qui vont vers les pays voisins. Comment voulez-vous qu'on parle d'aujourd'hui d'élections? Non, il y a encore du temps. Il faut maintenir ces gouvernements. Oui. Il faut les maintenir afin d'assurer d'abord la sécurité, l'économie. Voilà. Parce qu'on ne peut pas organiser vous savez ce que vaut une élection en Afrique? Nous savons que chaque fois qu'il s'agit d'élections, il faut appeler l'Union européenne. Non, on ne peut pas continuer à faire des élections avec l'argent des étrangers. Il faut rebâtir, il faut reconstruire une économie nationale qui donne la souveraineté à la nation afin maintenant d'organiser des élections qui peuvent permettre aux civils, parce que le civil n'a pas ce côté combattant. Au Mali, il y a eu combien de transitions où il y a eu les civils? Ils n'ont pas pu, avec plus de 50 000 militaires étrangers. C'est-à-dire la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne et autres étaient là. Mais le pays était divisé. Hein? Au niveau du Niger, c'était alors l'un des pays les plus pauvres du monde. Au Burkina Faso, ce n'était plus l'intégrité. C'était le fief de l'espionnage de l'Afrique de l'Ouest. Où un fourre-tout. Maintenant, ces chefs d'État sont en train, moi je ne veux pas dire que des présidents de transition, c'est des chefs d'État qui sont légitimés par leur peuple, parce que tout dépend de ce que le peuple veut, qui sont légitimés par leur peuple, et aujourd'hui ils assument officiellement leur souveraineté, leur liberté, à laquelle tous les peuples africains aspirent. Merci Jean de Dieu Evuna. Yaya Bello, voilà donc des cas d'école. Qu'est-ce qu'on fait lorsque les pays sont en proie à des crises sécuritaires et que justement la démocratie aussi semble être piétinée? On fait des promesses de retour rapide du pouvoir aux civils. Malheureusement ou heureusement, personne ne sait. Les contraintes sécuritaires amènent à ce que la parole ne puisse être tenue. Est-ce qu'on peut dire que la contrainte sécuritaire justifie tout? Alors, je ne sais pas qui a promis à qui la fin des transitions. Déjà, il faut dire que on ne peut pas mettre d'emblée dans le même sac tous les trois pays. Oui, ils sont différents. Parce que sur le plan, disons, du timing, le Mali a commencé ses coups d'État depuis, je crois, 2020 ou 2021, avec le renversement de IBK, Ibrahim Boubacar Keïta, qui est renversé. Un groupe militaire a pris le pouvoir. Quelques temps après, dans le groupe, il y a encore eu un second putsch qui amène donc Assimi Goïta à la tête du Mali. Ça fait bientôt quoi? Je crois 4 ans. Oui, 4 ans. Au Burkina Faso, c'est également le même scénario. C'est-à-dire le président Traoré, celui qui a remplacé Compaoré, je crois qu'il s'appelait Damiba ou... Non, avant Damiba, le président élu démocratiquement avait Rochmark Kaboré a été renversé par un groupe militaire qui a pris le pouvoir un an après, je crois, 1 an ou 2 ans après. Il y a eu encore un contre-coup d'État qui amène celui qui est là actuellement. Le capitaine Traoré. Capitaine Traoré. On est, je crois, à 3 ou 4 ans déjà aussi là-bas. Au Niger, on est à 1 an. En fait, 6 mois. Je crois que ce groupe-là est là depuis 6 mois. Donc, nous assistons donc à des transitions. Généralement, les transitions ne sont pas n'ont pas de situation juridique. Je ne pense pas qu'il y ait dans l'ordre constitutionnel. Mais il y a la parole donnée, il y a la parole vis-à-vis du peuple, vis-à-vis des institutions. Puisque pour que la transition, en fait, que les frontières soient réouvertes pour le Niger, l'Union africaine, la CEDEAO, avait estimé qu'il fallait un calendrier de la transition qui jusqu'à date n'est toujours pas présenté et qui commence à poser problème. C'est la même chose au Mali. Les opposants et la société civile estiment que le colonel Assimi Goïta n'a pas tenu parole quant au calendrier de la transition qui a été prolongé, je l'ai dit déjà 2 fois. Est-ce qu'on va vers l'infini? Alors, je veux arriver à ce que vous dites. Je dis donc que la transition générale, en fait, la transition en général n'est pas prévue par un texte
dans tous les contextes, je ne sais pas, en tout cas en ce qui concerne ce pays, il n'y a pas un cadre juridique ou normatif qui dit que lorsque nous procédons à une période de transition, c'est-à-dire une période probatoire pendant laquelle on fait une sorte de pont entre un pouvoir, entre deux pouvoirs élus qui arrivent démocratiquement comme ça, disons, au pouvoir. Il y a cette période où on va faire la réforme des institutions, mettre en place, je sais pas, un toilettage et organiser les élections. Donc, ce n'est pas déjà prévu. Donc, une fois que nous sommes en période de transition, tout dépend des contextes. Tout dépend des contextes. Au Tchad, on est bientôt à la fin de la transition. Oui. La transition était d'abord de 18 mois, qui a été renouvelée, prorogée. Nous sommes bientôt là à la fin de la transition. Mais au Tchad, avec la particularité que le Mahamat Idriss Déby, lui, il est candidat à l'élection présidentielle. Les autres n'ont pas aussi dit qu'ils ne seront pas candidats. Donc, maintenant, une fois donc que la transition est amorcée, tout dépend, je crois que mes co-prédécesseurs ont dit ça ici, ça dépend du contexte. Est-ce qu'on peut organiser dans une élection normale où tous les citoyens peuvent venir exprimer valablement leur suffrage dans un contexte pareil? Je prends le cas du Burkina Faso, qui est en guerre, il faut dire, parce que les médias occidentaux qui nous informent généralement sur ces terrains-là font fermer les yeux. Ils ne nous disent pas ce qui se passe. C'est une vraie guerre de ce côté-là. Contre qui? Contre des ordres terroristes montés par d'autres puissances. En tout cas, on sait ce qui se passe là-bas. Donc, est-ce que dans ce contexte-là, où l'État central n'a pas une autorité, une assise territoriale, peut organiser des élections crédibles où tous les citoyens peuvent venir exprimer valablement leur suffrage, je dis que c'est difficile. Maintenant, est-ce qu'on va donc rester éternellement dans une période de transition sans remettre le pouvoir, en fait, sans faire un habillage de la légalité? Ça, est-ce qu'on a besoin de cet habillage? Bien sûr, on a besoin. Quitte à faire, mieux on s'installe une fois. Non, pas du tout. L'exemple tchadien, par exemple, M. Yaya Bello, le général Mahamat est arrivé dans les circonstances que tout le monde connaît. La classe de l'opposition la société civile, la classe politique se sont inquiétés de la dévolution presque monarchique du pouvoir. On est passé à autre chose. Il est reconnu, il est adoubé à l'international. Mais maintenant, on le voit muter des généraux des brigades d'armée à homme politique qui va assister à une élection. Est-ce que là, on n'est pas en lieu de craindre justement des méthodes assez délicates pour rester... si le président de transition tchadien Mahamat Idriss vous suit, il sera fâché, hein, parce que vous avez diminué son grade. Il est général des corps d'armée. Merci pour le collectif. Voilà. Général des corps d'armée, pour eux, c'est difficile. Donc, nous sommes en politique. Hein. D'ailleurs, personne n'a interdit aux hommes militaires d'arborer à un moment ou à un autre de leur vie la tunique politique. Oui. On a connu Al-Sisi en Égypte, c'est un militaire. Aujourd'hui, il est homme politique, il a déposé le béret à côté. Je peux prendre qui? Poutine, c'est un soldat des services secrets. Bush père, c'était un soldat. Donc, je dis que ça, ce n'est même pas un problème. Maintenant, nous sommes en politique. La politique, c'est un jeu d'alliance, un jeu de compromis, un jeu d'adhésion et de séduction. Mahamat Déby, avec son groupe, ont pris le pouvoir de façon illégale, à la mort du président père Idriss Déby. Maintenant, ils ont organisé des pourparlers, du dialogue national par-ci, par-là. Ils ont négocié avec par-ci et ça. Et vous avez vu, l'un des opposants les plus farouches, Success Masra, a rallié le camp présidentiel, même s'il s'est présenté aussi comme candidat, et c'est normal dans un contexte. Moi, je dis que tout dépend du contexte, tout dépend des acteurs, tout dépend de l'entente. Maintenant, à côté de ça, on ne doit pas mettre à côté, on ne doit pas bannir les populations. Et c'est pour ça qu'il y a des élections, les populations viendront aussi s'exprimer, et en espérant que leur volonté sera retransmise. Donc, je conclue en disant que la transition, lorsque le pouvoir a perdu sa légalité, est importante. Maintenant, la transition ne saurait s'éterniser. Autre chose, on ne peut pas organiser les élections
il y a un minimum de conditionnalité pour qu'on organise des élections. Et pour le moment, pour le cas en ce qui concerne le Mali, par exemple, ou le Burkina Faso, je ne pense pas que une élection transparente, une élection inclusive peut se faire. Par contre, au Niger, je crois que la situation est différente. Les élections peuvent arriver un peu plus tôt. Je peux prendre l'exemple du Gabon, par exemple. Au Gabon, peut-être d'ici la fin de cette année, ils peuvent organiser des élections normales et tout le monde peut aller voter. Donc, on ne peut pas mettre de côté le contexte sécuritaire. Merci. Et à Bello, Paul-Stéphane Menunga. Alors, on a souvent vu ces exemples de quasi-transition. Prenons un qui me vient comme ça en esprit. Robert Gueye, le général en Côte d'Ivoire, qui justement aussi arrive au pouvoir par les armes. Il décide justement qu'il sera président et on le voit tout de suite orienter son activité politique et voulant même à un moment se présenter aux élections présidentielles. Est-ce que c'est pas un modus operandi qu'on a déjà vu sur le continent où des militaires arrivent au pouvoir, mais en manque de légitimité ou de légalité, ils décident d'aller aux élections? Et cela donne l'impression qu'on a assisté à des monarchisations du pouvoir qui sont teintées de civilisation des militaires, si l'expression m'est permise. Oui, j'ai envie de dire que généralement, la plupart du temps, c'est du déjà vu. C'est du déjà vu parce que on a l'impression, pour parler comme au quartier, que parfois c'est le même schéma qu'on est en train de revoir. Mais il faut en même temps rappeler que on parle généralement des transitions politiques dans les États qui sont les États faillis. Oui. Parce qu'un État peut être failli du point de vue politique ou du point de vue économique. Et quand on prend par exemple le Mali, c'est un État failli. C'est un État failli sur le plan du point de vue politique parce que le Mali, l'État malien n'arrivait plus à assurer une fonction régalienne de l'État qui est celle de assurer la sécurité des biens et des personnes, oui, et la sécurité des frontières. L'État malien n'arrivait plus à le faire. Et j'ai l'habitude de dire qu'on n'organise pas les élections dans un État failli. Il ne faudrait pas qu'on fasse des erreurs. On n'organise pas les élections dans un État failli. Vous êtes en train de légitimer donc ces hommes ici qui arrivent au pouvoir, qui font des siècles. Je ne suis pas en train de légitimer. Je suis en train de dire la vérité. On n'organise pas une élection dans un État failli parce que l'élection là ne va servir à rien. Et quand vous prenez le cas du Mali, le Mali est failli sur le plan politique et économique. Ça veut dire que c'est même très grave. Parce qu'il y a des États qui peuvent être faillis sur le plan politique et avoir quand même un semblant d'économie. Donc vous voyez qu'il faudrait d'abord que le Mali se redresse. Parce que moi j'ai l'habitude de dire que ça sert à quoi? Entre une élection et ramener la sécurité au Mali, qu'est-ce qui est plus important? Entre une élection et ramener la sécurité au Burkina Faso, qu'est-ce qui est plus important? Entre une élection et ramener la sécurité au Niger. Cette sécurité ne peut pas être ramenée par un civil? Elle peut, mais sauf que à l'époque, vous évoquez le Burkina Faso, à l'époque de Blaise Compaoré, on n'a pas suivi cette pression terroriste qu'aujourd'hui subit le capitaine Traoré. Blaise Compaoré, tant bien, tant mal, il se battait quand même comme lui-même aussi, c'est un militaire qui a pris les oripeaux d'un civil, mais il se battait tant bien que mal à assurer la sécurité des Burkinabés. Pourquoi penser absolument qu'il faudrait qu'on soit militaire pour assurer la sécurité des peuples? Je ne pense pas qu'il faudrait qu'on soit militaire pour assurer la sécurité des peuples. Il faudrait qu'on soit patriote. Parce qu'il faut contextualiser les problèmes de l'Afrique. Actuellement, l'Afrique fait face au néocolonialisme. Et dans le néocolonialisme, on utilise tous les moyens. Et c'est pour ça que Kwame Nkrumah disait que le néocolonialisme est même plus dangereux que la colonisation. Parce que dans le néocolonialisme, même on va utiliser même les Africains comme président de la République. Vous allez penser qu'ils sont là pour vous servir alors qu'ils servent l'Occident. On va utiliser vos frères qui vont créer les guerres dans vos territoires. Ils vont être financés de l'extérieur. Ils auront les armes. Ils vont créer le chaos. Alors que ceux qui tirent les ficelles de tout ça, ils sont assis chez eux tranquilles. Donc, on est dans une situation très complexe et très perplexe qui voudrait qu'en réalité, à la tête de nos États, qu'on ait des hommes très forts même,
vous allez me permettre l'expression, Vous voulez des hommes forts? très forts, qui en réalité seront réfractaires au néocolonialisme, parce que c'est ça le problème de l'Afrique aujourd'hui. L'Afrique est dans une situation où elle fait face au néocolonialisme. Il faut donc trouver des solutions. Et je pense que les solutions pourraient venir des militaires comme des civils. Mais les civils ont quand même montré un certain manquement, ça il faut le dire. Parce que même quand on prend la France, c'est un militaire qui a fait de la France ce qu'elle est aujourd'hui, Charles de Gaulle. Oui. Quand on parle de la France aujourd'hui, c'est la géopolitique de Gaulle. Et c'est elle que tous les présidents français appliquent. Que vous soyez de gauche ou de droite, vous allez appliquer la géopolitique de Charles de Gaulle. Ils sont nombreux à être des militaires qui ont fait de ces pays aujourd'hui des grandes puissances. Hitler même, c'est parce qu'il a tué les Blancs qu'on veut ranger Hitler du mauvais côté de l'histoire. Hitler a fait de l'Allemagne. À l'époque de Hitler, il n'y avait pas de chômeurs en Allemagne. C'est parce qu'il a tué les Blancs que les Blancs veulent le ranger du mauvais côté de l'histoire. Napoléon était un militaire. Churchill était un militaire. Je continue. Vous allez vous rendre compte qu'en fait, les militaires sont les bâtisseurs. Ils posent les jalons d'un État prospère. Oui. Donc je pense que ces militaires peuvent poser les jalons de ces trois États. Oui. Et on pourrait avoir un Burkina Faso libre demain. On pourrait avoir un Mali libre demain et peut-être un Niger libre demain. Merci Paul-Stéphane Menunga. Les téléspectateurs du monde qui nous suivent évidemment veulent coller un mot à ce qui est dit sur ce plateau. Cette émission, vous le savez, est la leur. On va donc essayer de relayer autant que faire se pourra les quelques contributions. Bonsoir à tout le panel. Un civil ne peut pas combattre le terrorisme, effectivement. Les deux panélistes qui viennent d'intervenir ont parfaitement raison. Il faut d'abord stabiliser et réorganiser ces trois États avant de songer aux élections. Sécurité, économie, panafricanisme d'abord. Jean de Dieu vient de faire une brillante analyse. Effectivement, toute transition dépend du contexte. Le général de Gaulle était un militaire. C'est monsieur Emmanuel Tanguay qui réagit depuis Yaoundé. Bonsoir. Malgré que vous ne lisez pas mes messages, à chaque instant, on nous rabat les oreilles avec la sécurité. Vous pensez que ceux qui ont choisi de défendre comme métier la République doivent gérer la République? Vous êtes sûr que ceux-là peuvent apporter la sécurité dans ces pays en tout temps? On nous fatigue avec le colonialisme. Bon. Votre message a été lu. Et bien heureux celui qui comprendra quelque chose, parce que j'avoue m'être perdu en route. On prend une contribution qui nous vient du Gabon. Bonsoir le plateau, je suis d'accord avec vos panélistes qui disent que pour les problèmes de sécurité, ces États ne peuvent pas aller aux élections. Pour le moment, les civils sont au pouvoir au Cameroun. Est-ce que ils sont allés au bout de la guerre qui sévit au nord-ouest de votre pays? C'est bien de parler des autres. Hubert de Port-Gentil a réagi. Il n'y a pas de guerre. Du côté du nord-ouest et du sud-ouest camerounais. Hubert est mal informé. Cher Hubert, il y a une crise qui est en train d'être résorbée. On vous est attentif à la situation au Cameroun, merci. Mais il n'y a pas de guerre pour l'instant au Cameroun. Le Cameroun on n'a rien dit de mal d'eux. Pardon? On n'a rien dit de mal du Gabon. En plus, Ouais. bonsoir le plateau, bonsoir Stéphane. Je précise que cette contribution aussi nous vient du Gabon. Je pense que dans le cas de ces trois pays, il est difficile de parler d'élections. La priorité, selon moi, c'est la sécurité. En plus, les civils et politiciens africains aiment trop le pouvoir. Ils veulent être chefs d'État de qui? S'il n'y a aucune sécurité, laissons ces leaders tranquilles. Les élections viennent donc tôt ou tard. C'est monsieur Ghislain Fabrice Ebinda qui a réagi depuis le Gabon. On va prendre une autre contribution qui nous vient à l'instant. 229, on va essayer d'abord de se renseigner de quel pays il s'agit. 229. Le Cameroun est dirigé par un civil alors que le pays est en guerre. On vous rappelle, il n'y a pas de guerre au Cameroun. Comment vous le dire pour que vous le compreniez? Prenons d'autres contributions.
Bonsoir à tout le plateau de Ouro Africa. Belle analyse de Paul Stéphane Menunga, mais je pense qu'il ne faudrait pas être dupe. Les 3 leaders en question aussi ont des ambitions de s'éterniser au pouvoir. C'est votre contribution. On va d'abord s'arrêter là. Christian Noir. Alors, on ne pourra donc plus parler des pays démocratiques dans ces 3 pays. On va essayer de trouver un autre substrat additif. Pays autoritaire, pays de transition, pays de normalisation, mais ce n'est pas des pays démocratiatiques, on est d'accord? Non. Comment vous pouvez dire que ce ne sont pas des pays démocratiques? La démocratie, c'est des élections quand même. Vous savez d'abord, non, comprenez une chose, c'est que la démocratie d'abord a montré ses limites là-bas. Lorsque nous parlons déjà de transition, ça veut dire que les éléments ou les piliers de la démocratie ne sont plus respectés. C'est en marge de cela qu'on parle donc de transition. Oui. Donc, et je trouve même que la démocratie pour les États africains ne devrait même pas être. Parce que elle est une sorte, elle est même une suite de l'imposition du colon. De l'imposition du colon. Que les pays africains ne doivent pas être démocratiques? Vous voyez, quelqu'un finit de fabriquer sa chose. Il vous donne, sans chercher à comprendre comment vous pouvez utiliser cette chose-là. Et mon copanéliste ici a parlé du contexte. La démocratie devrait être utilisée dans un contexte africain et pas une transposition. Parce que là, les Africains n'ont que fait que transposer ce qui leur a été donné par le colonisateur. On doit tropicaliser. D'où un problème d'adaptation. Pourtant, nous avons d'autres enjeux. L'Afrique a ses réalités que l'Occident n'a pas, par exemple. Copier donc ce que nous a donné ne peut pas permettre aux Africains de pouvoir se développer, mais de pouvoir trouver son émergence. Nous devons penser africain. Ça commence à partir de quoi, par exemple? Ça ne devait pas commencer à partir d'abord de l'intitulé des formes, même des noms de nos partis politiques. À l'époque, moi j'aimais bien ce qu'on appelait le parti des crabes. Oui, le crabe, oui. Aujourd'hui, nous avons il y a le PCN, par exemple. La réconciliation. On aurait dit. Pourquoi on ne pourrait pas utiliser un terme comme ou le parti des Ndjunju pour qu'ils aient peur ou des crocodiles. Mais quand on arrive, on dit parti de la réconciliation. C'est français. Pourquoi au football, quand nous jouons, par exemple, on parle des lions indomptables? Quand ils arrivent en France, ils ont peur. On dit non, ce sont des lions, ce sont des fauves. Si on utilisait aussi ces noms-là pour un peu essayer de matérialiser nos partis politiques en Afrique, ces Occidentaux en venant, ils allaient avoir peur que, mais on a dit là-bas, c'est le parti des crocodiles. Le crocodile implique quoi? Oui, là, nous sommes des Africains. Merci. Revenons à nos réalités et n'adaptons pas la démocratie à comme celle qui nous a été seulement donnée comme un lait colonial. Merci Christian Noir. Rapidement, les messages. Bonsoir panel. L'Afrique n'a pas besoin de la démocratie occidentale. Nous pouvons avoir notre propre modèle de gouvernement. Merci pour la contribution. Les présidents civils dans ces 3 pays sont entrés très souvent en concubinage incestueux avec les puissances mafieuses et impérialistes. Les militaires sont les hommes de la situation pour le moment. Ils ont une discipline et de la rigueur. Merci pour la contribution. On va rapidement prendre une dernière avant que le docteur Evuna ne prenne la parole. Bonsoir le plateau. Je pense que la transition dans ces 3 pays n'est pas la priorité actuellement. Au contraire, il faut stabiliser la sécurité et les intérêts de l'État. Je pense qu'il n'y a pas mieux pour ces pays que les militaires. Alors, Jean de Dieu Evuna, Ouais. vous pensez aussi que l'Afrique n'a pas besoin de démocratie? Vous parlez de quelle démocratie? La démocratie telle qu'elle s'exprime avec les standards et les canaux normaux et universels qui sont compatibles à tous. La démocratie universelle, le politologue, et l'internationaliste sont mieux placés pour nous dire que c'est quoi là, la gouvernance du peuple. Moi, j'ai toujours contredit cette définition. Non, j'en arrive. Pour le peuple et pas le peuple. Mais moi, je vais vous dire une chose, qu'elle est altérée, cette démocratie universelle. Elle est aujourd'hui altérée. Elle est
elle a perdu sa substance. Pourquoi? Parce que chaque idéologie de gouvernance adapte sa démocratie en fonction de ses intérêts, en fonction de sa culture. Je vais vous dire qu'il y a une démocratie communiste, du Parti communiste chinois, qui n'a qu'un seul parti. Et à l'intérieur, ils ont défini selon leur vision du monde. Qu'est-ce que c'est comment est-ce qu'ils comprennent la démocratie? Il y a la démocratie socialiste et socialiste communiste russe qui, elle, a plusieurs partis politiques, mais qui défend l'identité russe avec pluridimensionnel, c'est-à-dire en Russie, il y a des musulmans, il y a des chrétiens, il y a des caucasiens, c'est un peuple euro-asiatique, mais qui défend l'identité russe avec ses traditions et ses valeurs. Voilà un type de démocratie. Il y a la démocratie néolibérale que je voudrais essayer de définir. Non, on va pas aller à la définition. Vous voulez donc que ces États, quelle démocratie? Puisque la démocratie qui leur a été juxtaposée, imposée, qui vient mettre en péril notre existence, qui vient balayer nos valeurs traditionnelles comme la polygamie, comme les us et coutumes et autres, et promouvoir le choix des orientations sexuelles. Comment voulez-vous que cette démocratie puisse trouver ses racines en Afrique et particulièrement merci André Vouna. On va prendre ensemble une rapide transition, justement en temps de revenir pour épiloguer sur la démocratie en Afrique. Est-elle en recul? La réponse tout de suite après. Retour sur le plateau de Ourou Africa, la tribune panafricaine où justement les idées panafricanistes s'expriment chaque lundi lorsqu'il est 21h à Yaoundé au Cameroun. C'est le canal 317 pour le bouquet Canal Sat qui vous accueille pour justement suivre et épiloguer actuellement sur la démocratie en Afrique. Est-elle en recul? Le politique sur le plateau, M. Yaya Bello du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, va nous faire peut-être un état des lieux. Yaya Bello, vous qui êtes sur le terrain, est-ce que vous avez l'impression, dans votre pays, le Cameroun, pour ceux qui nous regardent du monde, que la démocratie avance ou alors elle recule lorsque vous observez comment se déroule la scène politique dans votre pays, le Cameroun? Alors, je vais dire que je crois que l'heure n'est pas au choix de modèle de gouvernance en Afrique. Je crois que la plupart des pays africains, sinon la totalité des pays africains, ont choisi la démocratie comme modèle de gouvernance. À une exception près, je crois qu'il y a le Maroc qui est une monarchie constitutionnelle. Encore, démocratique. Oui, une monarchie démocratique. Constitutionnelle. Parce qu'il y a des élections. Je suis en train d'aller. Démocratique. Allez-y, Bello. Ne nous perdons pas. C'est près le Maroc qui est une monarchie constitutionnelle où le chef d'État, le roi, est inscrit dans une dynastie, tout simplement. Maintenant, est-ce que la démocratie a avancé? Si je prends, en tout cas pour le Cameroun, même pour la plupart de ces pays, à partir du vent, de ce qu'on appelait le vent de l'Est, oui, dans les années 89, 90, où le monde a changé, on a basculé vers l'unipolarisation du monde, avec la fin de la guerre froide, la fin du bloc communiste, socialiste et tout ça. Je crois que on peut pas nier qu'il y a eu des avancées. Oui. Moi, je crois qu'il y a eu plutôt recul. En 2024, vous pensez qu'il y a recul? Il y a recul déjà sur la participation des populations aux élections. Oui. Cela est dû au découragement
due à la perpétuation d'un seul régime au pouvoir, c'est une question. Est-ce la faiblesse ou alors l'incapacité des appareils politiques ou alors des hommes politiques à mobiliser les populations? Ça, c'est aussi intéressant à analyser. Donc, le recul pour moi, c'est au niveau de la participation massive des populations aux élections. Maintenant, le recul aussi, c'est l'implication ou alors l'interférence négative de l'administration de l'État qui était censée être objective, neutre et impartial. Oui. Nous avons l'impression que l'État est en train de revenir fort dans le jeu politique en y incluant une influence négative. Parce que quand vous prenez les dislocations ou alors les troubles qu'il y a eu dans plusieurs partis politiques au Cameroun, l'UPC, je peux pas les citer, je précise pour ceux qui nous regardent que vous appartenez au Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Un parti de l'opposition camerounaise. Oui. Donc, j'essaie d'être le plus objectif possible. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas commencé à citer le PCRN. Je commençais par d'autres. Vous avez le CPP. Vous avez voyez l'État dans les problèmes que vous avez actuellement. Quand vous analysez, vous trouvez que l'État, qui est censé être arbitre neutre, ne joue pas suffisamment son rôle. Parce que, pour ne prendre que le cas du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, vous avez le ministère de l'administration territoriale qui est arbitre du jeu, qui vous dit que c'est lui maintenant qui valide vos actes. Or, il n'y a aucune loi qui l'a dit. Les partis politiques sont des associations libres qui fonctionnent en suivant leur statut et leur règlement intérieur. Oui. Ça veut dire que lorsque dans le parti, les organes du parti prennent des décisions, ils n'ont pas besoin que le ministre de tutelle dise qu'il a accepté ou rejeté. Pas du tout. Est-ce que le ministre ne devrait pas se saisir lorsqu'il y a risque de trouble à l'ordre public? Vous appelez quoi risque de trouble à l'ordre public? Encore que même ici, c'est comment dire, il n'y a pas une loi qui vous définit le champ de trouble à l'ordre public. Un sous-préfet peut considérer que le fait que Yaya Bello vienne ici à la télé, c'est un trouble à l'ordre public. Un sous-préfet peut vous dire que, Monsieur Bello. Je vous dis, il n'y a pas une loi. S'il y a une loi où on a défini ce qu'on entend par trouble à l'ordre public, quand nous la présente, nous allons apprendre. Le politologue dira plus tout à l'heure. Ce n'est pas à l'administration d'intervenir dans la vie des associations privées, parce qu'un parti politique, quoi qu'il concourt au suffrage, à la construction du suffrage, quoi qu'il ait d'utilité publique, c'est une association privée qui est régie par ces textes que lui-même il se doute. Donc, s'il y a un problème dans une organisation privée, c'est la justice qui doit intervenir. Ce n'est pas l'administration qui doit intervenir pour vous dire que vous avez nommé M. Stéphane Menouga, le ministre dit non, nous avons rejeté. Vous avez exclu M. Stéphane Barga, le ministre dit non, non. Ça, c'est une hérésie. Donc, je dis, l'État est en train de revenir fort dans le jeu, dans le fonctionnement des associations politiques qui sont des organisations privées. Et ça tue la concurrence. Parce que ici, il y a un risque de confusion entre l'appareil de l'État et le parti politique proche, le parti politique qui exerce le pouvoir. Parce que là, si celui qui est à la tête du ministère qui gère l'administration fait ce genre d'actes, immédiatement, vous pouvez déduire qu'il le fait au profit de son appareil politique. Et c'est un recul démocratique. Donc, maintenant, autre chose, les règles de jeu, ils sont de moins en moins consensuels. Oui. En tout cas, en ce qui concerne le cas du Cameroun. De moins en moins consensuels, pourquoi? Parce que ces règles avantagent plutôt le parti qui est proche du pouvoir. Les arbitres ou l'arbitre. Permettez que je vous relance une minute. Les meilleurs scores pour les plus nostalgiques et les plus attentifs se souviendront que l'opposition Cameroun a eu ses meilleurs scores en 92, lorsque c'est le ministère de l'administration territoriale que vous tancez plus ou moins sur ce plateau qui organisait les élections. Est-ce que les scores qui sont les vôtres aujourd'hui ne sont pas dus tout simplement à la faiblesse de votre offre politique? Qui vous dit que ça a beaucoup changé?
ça n'a pas beaucoup changé. Pourquoi? Parce que, oui, dans l'organisation de matériel des élections, le ministère de l'administration territoriale n'intervient plus. On a créé, enfin, n'intervient pas directement. On a créé d'abord ONEL, on l'a modifié, ONEL 2, maintenant nous sommes à Elekam. Les acteurs qui sont nommés à Elekam appartiennent à un parti politique. On a fait ce débat ici dans ce pays en 2006-2007, vous vous souvenez bien. Ça n'a pas beaucoup changé. Le Conseil constitutionnel qui est nommé par le président de la République et leur mandat est éventuellement renouvelable. C'est-à-dire on a mis éventuellement renouvelable. C'est-à-dire qu'il appartient simplement au président de la République qui est aussi un homme politique qui appartient à un appareil politique. Normalement, moi je crois que si on veut même que le président de la République soit suffisamment neutre, suffisamment élevé, il faut qu'on dise que lorsque vous êtes président de la République, vous cessez d'être président d'un parti politique. Comme ça, chaque acte que vous prendrez aura un sceau d'impartialité, aura un sceau de neutralité. Mais lorsque vous êtes président de la République, vous êtes un potentiel candidat, encore que c'est son droit d'être candidat aux élections. C'est vous qui nommez les membres du conseil électoral de l'ECAM. Vous pouvez nommer qui vous voulez. Et ces membres, quand vous les nommez, ils ne sont pas indépendants parce que c'est vous qui pouvez les reconduire ou pas. Ça veut dire que ces membres, ils vous sont redevables. Et c'est un problème. Merci. Et donc, c'est tout ça là qu'il faut donc retoiletter. Retoiletter pour que le jeu devienne, plus concurrentiel. La concurrence devient plus loyale et que le peuple se dise que, parce que beaucoup de Camerounais se disent que qu'on vote ou qu'on ne vote pas, ça ne change pas. Maintenant, il faut que le Camerounais se dise que quand je vote, et ça va changer. Merci Yaya Bello. Paul-Stéphane Menunga, lecture froide ou alors partisane d'un acteur politique. Le scientifique est interpellé. Alors, vous pensez que la démocratie sur le continent, après justement ce curseur marquant même que sont les vents d'Est, la chute du mur de Berlin, à partir de ce moment, la démocratie, qu'a-t-elle fait sur le continent africain? Elle a avancé. En 2024, a-t-elle reculé? Y a-t-il des éléments ou fragments sur lesquels on peut s'appuyer pour aller dans un sens comme dans un autre, ou tout simplement, la démocratie dans un pays, par exemple, comme le Cameroun, n'est qu'à l'image des acteurs du milieu politique? Non, je vais vous surprendre en vous disant qu'il n'y a même jamais eu, depuis 90, il n'y a pas de démocratie en Afrique. Parce que les gens confondent, l'élection est un élément de la démocratie. L'élément ne consacre pas, l'élection ne consacre pas la démocratie. Parce que la démocratie, c'est quoi? C'est un système sociopolitique axé sur le respect inconditionnel des droits humains. Ça veut dire que qu'on soit aux États-Unis, ou en Afrique, ou en Europe, ça doit être un système qui s'appuie sur le respect inconditionnel. Ça veut dire sans condition des droits humains. Et quand on parle des droits humains ici, c'est quoi? Il y a les droits sociaux, par exemple. Avoir de l'eau potable. Être capable de se soigner. C'est les facteurs de démocratie? C'est ça la démocratie. Contrairement à ce qu'on passe le temps à nous vendre. Oui. C'est ça la démocratie. Merci. Être capable de se soigner. Avoir les mêmes chances pour accéder à une école comme l'ENAM. Ça veut dire que ton père soit ministre et mon père cultivateur. Qu'on ait les mêmes chances. Alors, si on s'arrête à cette grille-là, ça veut dire qu'aucun pays, ou alors très peu de pays africains peuvent être tensés et démocratiques. C'est là où je vais arriver. Quand on analyse dans cette définition, vous vous rendez compte que la démocratie repose sur 3 piliers. Il y a ce qu'on appelle l'isonomia, l'égalité devant la loi, qu'on ne voit pas dans nos pays africains. On est inégalitaire devant la loi. Il y a ce qu'on appelle l'isocratie, qui est la liberté d'expression qu'on n'a pas dans nos pays. Parce que les gens pensent que la liberté d'expression, c'est parler à Info TV. Ce n'est pas ça la liberté d'expression. La liberté d'expression, c'est d'organiser son meeting, faire grève parce que le SMIC, c'est 42 000. Et on te laisse faire ta grève. Parce que c'est ça la vraie liberté d'expression. C'est de faire un meeting pour dire au président que les jeunes chôment. Et on te laisse faire ton meeting. C'est de faire un meeting qui va à l'encontre de la construction du stade de Lembe. Et on te laisse faire ton meeting sans te dire que tu vas troubler l'ordre public. Et le dernier élément, c'est ce qui s'est passé au Sénégal. L'égalité d'accès. Parce que s'il n'y avait pas égalité d'accès ou l'égalité de chance, Macky Sall aurait pu faire que son poulain rempile. Ou alors aurait même pu remplir un 3e mandat. Quand on revient donc
C'est pour dire que quoi? Même dans les dictatures, on organisait des élections. Mussolini organisait les élections. Staline. On organise les élections dans les dictatures. Donc, organiser les élections dans un pays ne signifie pas qu'en réalité, ce pays est démocrate. Et vous allez même vous rendre compte que l'Occident a plutôt désubstantialisé l'Afrique de sa démocratie. Quand vous rentrez dans l'Afrique antique, on pratiquait déjà la démocratie. Oui. Parce que la démocratie, ce n'est pas avoir 800 partis politiques ou 400 partis politiques comme au Cameroun. Par exemple, j'aime le dire, les Nkrumah ont défini le modèle démocratique africain. Ils ont dit qu'on ne veut pas de multipartisme. On veut ce qu'ils ont appelé un centralisme démocratique. Ça veut dire qu'on pratique la démocratie dans un grand parti, un peu comme le parti chinois. Oui. Et ils ont dit que sur le plan économique, la démocratie doit être axée sur le socialisme parce qu'ils ont dit que le capitalisme n'est pas une pratique africaine. C'est un exemple. Donc c'est pour dire en réalité que on a désubstantialisé l'Afrique de sa démocratie, on lui a servi le multipartisme qui n'est pas une démocratie en réalité. Je pense donc que l'Afrique doit retourner à ses valeurs parce que quand on rentre même dans les sociétés traditionnelles africaines, il y avait des pratiques démocratiques, par exemple comme la lapidation du chef. Contrairement à ce que les gens pensent, le chef n'avait pas les pouvoirs absolus comme les gens pensent. Il y avait par exemple le mancrado qui était là pour contredire le chef, qui représente une sorte de pouvoir législatif. Oui. Donc pensez aujourd'hui que l'Afrique est étrangère à la démocratie, j'ai envie de dire plutôt que l'Afrique a embrassé quelque chose qu'elle ne maîtrise pas, le multipartisme. Elle doit donc rentrer à sa démocratie qu'elle a connue dans les temps passés pour se développer parce qu'en réalité la démocratie, comme j'aime à le dire, est un régime de valeurs, est un régime qui met l'homme au cœur de ses préoccupations, l'homme au cœur de ses activités, l'homme au cœur des actions qui sont posées par les gouvernants. Merci Paul-Stéphane Manunga. Prenons cette contribution qui nous parvient à l'instant de Dakar, c'est au Sénégal. Bonsoir à tous, je suis ravi d'avoir l'opportunité de contribuer à cette discussion sur l'Alliance des États du Sahel. En tant que citoyen sénégalais, je suis conscient des défis auxquels notre région est confrontée, notamment en matière de sécurité, de développement économique et de stabilité politique. L'Alliance des États du Sahel est une initiative importante qui vise à renforcer la coopération entre les pays de la région pour faire face à ces défis communs. Cependant, il est important de reconnaître que la transition vers une stabilité durable dans le Sahel est un processus complexe qui nécessite un engagement à long terme et une approche holistique. En somme, l'Alliance des États du Sahel offre une plateforme importante pour la coopération régionale, mais elle ne peut réussir que si elle est soutenue par un engagement politique fort, des ressources adéquates et une approche inclusive et holistique. Ensemble, nous pouvons surmonter les défis du Sahel et travailler vers un avenir de paix, de prospérité et de stabilité pour tous. Je m'excuse de la longueur du texte. Excuse acceptée. On prend cette autre contribution qui nous vient, elle, du Cameroun. Un bonsoir distingué à tous les membres du plateau. J'apprécie avec révérence la pertinence de l'analyse de M. Paul-Stéphane Manunga sur la démocratie. C'est signé Émile Assigna. Merci à vous, cher Émile, pour la contribution. Bonsoir à tout le panel. La démocratie à l'occidental a échoué en Afrique. Force est de reconnaître les grandes nations africaines d'aujourd'hui se sont développées sous des pseudo-dictateurs. En outre, la démocratie est définie comme étant le pouvoir du peuple ou encore l'expression de la volonté du peuple. Et quand les deux arrivent au pouvoir via les armes, mais avec l'assentiment du dit peuple, n'est-ce pas là aussi une forme d'expression de la démocratie, au vu de ma définition citée en dessus. Merci à vous, cher Johan, pour la contribution. Donc, l'État devient finalement un organe directeur des partis politiques, ce qui est injuste, illégal et anti-démocratique. C'est M. Emmanuel Tanguay qui nous revient depuis Yaoundé, c'est au Cameroun. D'autres contributions qui nous arrivent à l'instant. Les pays d'Afrique de l'Ouest essaient d'appliquer le style de gouvernance russe. Et bien qu'il y ait des difficultés, je pense que l'Afrique, le Cameroun en particulier, gagnerait à suivre ce modèle de démocratie russe. C'est M. Aïssi Cyril depuis Soa qui a réagi. Bonsoir Stéphane Mbarga. You have given several ideas, but no one among your panelists mentioned
Jerry Rawlings in Ghana. What Ghana is today began under a military regime. The military are the best organized body. Is Mr. Leon Amala Brooks qui réagit, si on peut dire comme ça. Bonsoir le plateau. Serait-ce possible de réclamer sa liberté par la guerre? D'après Thomas Sankara, quand la liberté ne se donne pas, elle s'arrache. Alors, je vais m'arrêter là pour donner la parole à Christian Noah, au risque de magnifier un pouvoir militaire qui est absolument improbable en démocratie. Mais est-ce que vous pensez que les éléments qui sont aujourd'hui présentés comme arguments de démocratie ne devraient pas s'appliquer sur le continent? On parle par exemple d'une liberté de ton, une liberté de presse, d'aller et venir, on parle d'élections pluralistes, on parle de transitions, mais sur le continent, on a souvent l'impression qu'il y a des régimes qui font plus que de temps. Est-ce que la démocratie, telle que c'est définie à l'occidental, s'est perdue sur le continent africain? Oui, vous savez que la problématique de la démocratie et son recul aujourd'hui est une préoccupation vraiment très... Vous acceptez d'abord le recul? Oui, un recul. Occidental. Il y a un recul au regard de certains facteurs. Nous avons par exemple, je vous l'ai dit tout à l'heure, lorsqu'on parlait des États du Sahel, que le fait de la répétition des coups d'État montre déjà qu'il y a déjà un malaise. Oui. Ça veut dire que les instabilités politiques créent déjà une sorte de limite, montrent déjà une sorte de limite de la démocratie. Également, nous avons énormément les problèmes de gouvernance qui sont aussi des facteurs pouvant justifier ce recul de la démocratie. Parmi eux, nous avons la corruption. Lorsque, par exemple, on vous donne des projets de construction, peut-être des barrages ou bien des stades, après quelque temps, vous ne réussissez pas à rendre compte. À quel moment la gouvernance devient un critère de démocratie dans une république? Bon, vous savez, c'est dans la démocratie, il faudrait aussi être clair. On a besoin de la clarté. Lorsque vous avez, par exemple, un budget que vous gérez, oui, vous devez rendre compte au peuple de ce que, ou bien de modes d'utilisation de ce qu'on vous a donné. C'est pour cela que, lorsque nous parlons de démocratie, le législatif, ou le pouvoir législatif, devrait vraiment jouer son rôle de contrôle de l'action gouvernementale. Mais aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que dans nos États, ce pouvoir législatif même ne joue pas pleinement ce rôle. Et il a juste comme joue le rôle de marionnette associé au pouvoir exécutif. C'est pour cela que je parle de cela comme un recul. La mauvaise gouvernance, la corruption sont autant d'éléments ou bien autant de facteurs qui permettent à la démocratie d'être en recul. À cela aussi, je veux aussi parler du manque de liberté d'expression. Parce qu'aujourd'hui, si je prends par exemple le cas du Cameroun, nous sommes là aujourd'hui. Oui. Vous balancez quelque chose après à la sortie, on vous arrête. À tout moment, on va vous sortir. Vous parlez de quel Cameroun? On va vous sortir Le Cameroun que vous et moi connaissons? Vous voyez, quand quelqu'un parle... On n'a jamais arrêté quelqu'un à la sortie. Non, vous savez, il y a des expressions. Je peux utiliser ça ici. Vous connaissez l'émission? Non, moi je connais pas. Non, il y a des expressions qu'on a eu à m'interdire. Que non, si vous prononcez, pourtant ce sont des mots français. Ce n'est pas parce qu'une autorité de l'État a eu à prononcer ou utiliser cette expression qu'aujourd'hui on nous interdit même de prononcer cette expression. Mais ils ont démenti cela. Donc, bon, ils ont démenti. Ils n'ont jamais interdit. Ah. Dit-on. Alors l'essentiel, monsieur Noah. Donc, je parle donc de la liberté d'expression. C'est bien, on parle de la liberté d'expression, vous pouvez tout dire. Mais, tout dire ne voudrait pas dire tout déverser. Tout déverser. Également, je veux aussi parler d'un autre aspect qui, à mon point de vue, est un facteur du recul de cette démocratie. Allez-y. Je peux parler de la manière d'embrigader les partis d'opposition.
Parce que les institutions sont taillées sur mesure. Il y a aussi la manipulation même des élections. Oui. Autant d'éléments qui créent un recul de la démocratie dans le territoire, de la manipulation. Tout est taillé sur mesure. On vous sort des lois qui respectent la carrure, la posture, peut-être de la gouvernance en place. Et aussi le problème de la longévité là, au pouvoir. Il faut le dire, M. Barga. Le fait de mettre longtemps au pouvoir est un problème qui tue la démocratie. Merci, Christian Noah. Alors, Jean-Dieu Vouna, des aspects sont présentés en vrac. Mais la question de l'alternance, qui revient à chaque fois qu'on évoque les critères démocratiques, est-ce que le pouvoir vous parle? Est-elle quelque chose sur lequel il faut s'appuyer lorsqu'on stratifie les canaux démocratiques? Est-ce que la question de l'alternance est un marqueur lorsque l'on veut évoquer les bons points ou les mauvais points en démocratie? La question de l'alternance ne s'accoutume pas avec nos us et coutumes. Ça veut dire donc que nous, on a une vision démocratique qui est la nôtre, mais qui ne s'accommode pas avec des standards internationaux. Je crois que le politologue, mon petit frère Menouga, a fait une analyse profonde. Oui. Voyez-vous, nos États en Afrique sont des constructions néocoloniales conçues aux avantages et au profit de ceux qui les ont conçus. Seulement, il y a une confusion, c'est que cette construction se retrouve où? Sur des territoires, des peuples culturels, oui, qui ne forment pas encore des États-nations. Sur ces peuples culturels, cette construction que vous appelez démocratie se retrouve sur la terre de nos ancêtres. Mais nous y avons adhéré de façon libérale. Non. Personne n'empêche Cameroun, par exemple, de sortir de la démocratie pour aller vers la monarchie. Nous n'avons pas adhéré. Il est bien placé. C'était le discours de la Baule et après on nous a imposé ces choses-là. Nous n'avons jamais, il faut le dire haut et fort, il n'y a pas eu de référendum au Cameroun ou au Gabon. Est-ce qu'on vous demande, vous voulez la démocratie? Il n'y a jamais eu ça. Alors, ils nous ont imposé. C'est pour ça que je parle de juxtaposition. C'est-à-dire des peuplades, des États qui sont en construction par eux-mêmes. Un bon matin, les gens se lèvent, ils décident d'ailleurs, ils construisent leur modèle dans lequel ils vivent depuis des siècles. Ils prennent une partie, ils disent, bon, on va leur donner cela et ça va forcer. Déjà que vous allez comprendre, quand un chef d'État occidental parle, il parle de notre démocratie. C'est comme ça qu'ils disent. Ils disent notre démocratie. Et là, nous sommes, je dirais même que la démocratie occidentale menace notre existence. Et ça, il faut le dire. Elle menace notre existence. Pourquoi? Parce que, il l'a dit, l'autre compagnie l'a dit, c'est-à-dire, tant que nos valeurs intrinsèques, nos valeurs culturelles, nos valeurs sociologiques, ne sont pas respectées, nous allons disparaître. C'est la raison pour laquelle la démocratie néocoloniale ne fonctionne pas ici. On peut souligner les partis politiques qui sont embrigadés, la liberté d'expression et tout ce qui a été cité. Moi, je dis c'est normal que ce soit ainsi, parce que ça ne s'accommode pas avec notre manière de vivre. Il a défini comment nos pères fondateurs ont défini la démocratie qui est la nôtre. Oui. C'est-à-dire que, sur le plan économique, nous sommes socialistes parce que nous vivons en communauté. C'est-à-dire, le peuple gère son économie pour le peuple et par le peuple. Ce qui est différent aujourd'hui, on nous a vendu une démocratie qui n'évoque jamais l'aspect économique. Le politologue a défini tous les aspects que la démocratie dit, sans jamais parler de l'économie. L'économie est le cœur. La gouvernance a été évoquée. Non, la gouvernance n'implique pas... On peut parler de la gouvernance politique sans jamais parler de la gouvernance économique. Si on ne parle pas de l'argent, on fait quoi ensemble? Si, qu'est-ce qu'on fait ensemble? On ne peut pas construire un peuple, une nation, sans jamais s'accorder sur la gestion, même en famille. On ne peut pas construire une famille si on ne peut pas s'accorder sur la manière de gérer l'argent. Mais ils nous ont vendu une démocratie qui n'évoque jamais comment nous allons nous approprier et gérer nos richesses. C'est pourquoi elle est
il a parlé que la démocratie africaine elle a été vidée de sa substance. Oui. Pourquoi? Parce qu'on n'évoque pas l'aspect économique. C'est pourquoi je dis qu'elle doit disparaître. Elle ne doit pas seulement reculer. Elle va disparaître. Elle sera effacée. Oui. Parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui avec l'AES et d'autres peuples qui se sont émancipés et qui disent aujourd'hui que nous ne sommes pas des Occidentaux, nous ne sommes pas occidentaux, nous sommes des Africains, nous avons notre modèle de vie, nous avons notre manière de vivre ensemble, nous avons notre modèle de gestion de nos économies et on peut encore repenser l'Afrique d'une autre manière, un autre modèle de démocratie à la manière africaine. Il faut que ce soit compris, que ce soit accepté, que ce soit vécu par nous-mêmes et par nos chefs d'État. C'est-à-dire qui comprennent que le bas peuple est en train de dire nous ne nous reconnaissons pas dans ce modèle-là. C'est pourquoi les Yaya Bello seront toujours matraqués. C'est pourquoi... C'est ce qu'il vous a dit? Mais il a défini comment ils sont matraqués. Parce que... c'est une réalité. C'est une réalité. Non, il l'a défini. Ils seront toujours matraqués. Pourquoi? Parce que ce n'est pas... Il a dit tout à l'heure, c'est-à-dire on se sentirait mieux dans un parti unique, où il y a une pluralité qui peut se gérer entre des communautés ou des grands groupes, que d'avoir 4 000, 5 000, je ne sais pas combien de milliers de partis politiques pour dire qu'il y a démocratie. Non, il faut que ça change, ça ne peut pas marcher, ça ne marchera pas. Et nous voulons dire ce soir que les peuples d'Afrique aspirent à autre chose que la démocratie occidentale. Merci. Surtout qu'elle ne défend pas nos valeurs spirituelles, nos valeurs intrinsèques, et qu'elle défend des valeurs d'orientation sexuelle. Nous disons non à cela. Merci Jean de Dieu Evouna. Bonsoir à tout le plateau, surtout à mon neveu Ariel. Ariel sur ce plateau, il y en a. C'est bon. Ah, c'est vous, Christian Noah. Alors, Stéphane, je pense sincèrement que lorsque nous évoquons l'Afrique, sous tout angle d'analyse, nous devons toujours mettre les pays francophones d'Afrique à part et le reste de l'Afrique de notre côté, car seules les anciennes colonies françaises et assimilées posent problème et font honte aux peuples africains. Le colon français ayant fabriqué et imposé un système global négatif et avec les hommes qui devaient le piloter, à l'instar des Bongo et Nyasimbe désignés pour animer les démocraties du Gabon et du Togo, respectivement. Dieu merci, l'arrivée bienheureuse de jeunes militaires à la tête des États constituant l'AES vient positivement réveiller les peuples et les masses. La démocratie, sincèrement, peut attendre, l'urgence étant de libérer les pays et les peuples du pillage de la France. D'ailleurs, Biloua Aïssi, le patriarche que nous saluons, a toujours posé la question, est-ce qu'on démocratise une colonie? Je suis Serge, depuis Yaoundé. Merci pour la contribution. Serge Aboua. Merci. Et là, Bello, rapidement, le temps va nous manquer. On s'interroge donc. Une proposition iconoclaste nous est faite sur ce plateau. Il faut sortir de la démocratie. Vous, en tant qu'acteur politique, ne pensez-vous pas qu'il y ait quelques intérêts à être en démocratie, eu égard que vous, en démocratie quand même, vous avez l'espoir qu'un jour, peut-être, vous serez aux affaires? Bon, moi, je crois que pour le moment, moi, je dis, nous avons opté pour un modèle de gouvernance par la démocratie. Maintenant, ne confondons pas le modèle de gouvernance et maintenant l'idéologie qu'on emprunte pour animer le système de gouvernance. Parce que j'ai entendu dire beaucoup de choses ici, le socialisme, le communisme, etc. Parce que même dans l'Occident, les pays déclinent la démocratie de différentes manières. La démocratie aux États-Unis, elle est déclinée pas de la même manière qu'en Chine, où on a opté pour un parti unique, alors qu'aux États-Unis, vous avez par exemple un bipartisme qui s'est imposé, vous avez l'Angleterre, le Royaume-Uni, qui a sa part de démocratie, la France, l'Israël. Donc, moi je dis que en Afrique, c'est un problème, on l'a dit ici, d'adaptation, ou alors de tropicalisation de la démocratie. C'est-à-dire que nous avons l'impression que l'architecture de nos appareils d'État sur le plan idéologique n'épuise pas
suffisamment dans nos valeurs ancestrales, valeurs traditionnelles pour s'adapter. C'est ça dont le problème. Moi, je crois que le problème est sur le plan idéologique. Oui. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que nous on espère? Moi, je crois que la démocratie, au moins, si les règles de jeu sont transparentes, si elles sont équitables, si c'est consensuel, je crois que ça permet au peuple de s'exprimer. Parce que c'est dangereux d'écarter le peuple de la gestion des affaires publiques. Parce que le peuple, c'est l'arbitre. Si vous donne le pouvoir, vous ne gérez pas comme cela se doit, alors il va vous sanctionner en donnant le pouvoir à d'autres. Donc moi, je crois que pour le moment, moi, je m'inscris dans la démocratie parce que c'est le moindre mal. Parce que là, si nous sortons de la démocratie, nous rentrons dans autre chose. Il n'y a plus d'espoir pour vous. Où les gens viendront s'approprier. Parce que encore qu'aujourd'hui même, il y a les gens qui croient qu'ils sont les propriétaires de notre État. Que le peuple, ce n'est qu'un décor. Malgré que nous sommes dans un contexte de démocratie, oui, où le peuple peut sanctionner. Parce que les gens ne savent pas à quel point le peuple a le pouvoir, même dans le contexte camerounais. Est-ce que le peuple est conscient de son pouvoir? C'est donc là le problème. C'est donc un travail de fond qu'il faut faire. Et je crois que nous, au Parti camerounais pour la Réconciliation nationale, nous faisons ce que nous pouvons. Il faut que ce peuple-là sache. Parce que dans les élections locales, enfin, les élections de députation de mairie, ça se voit. C'est-à-dire que dès qu'on a rejeté un maire, il suffit que les gens se mobilisent, on vote quelqu'un d'autre, le maire part. Même si vous faites que les gens ne tuent pas, il part. Vous ne voulez pas d'un député, vous vous mobilisez, vous votez, il part. Et ça peut se transposer donc au niveau national quand il s'agit d'élections présidentielles. Et c'est là où repose toute ma curiosité. Quand il s'agit donc de changer tout un régime, les gens rentrent dans leur quartier. Le jour des élections, chacun a la télé, il attend le changement. En oubliant que le changement passe aussi par lui. Merci. Donc moi je dis, nous avons un challenge immense en tant que politique, en tout cas toute la société. Il faut remobiliser les populations, il faut remobiliser le peuple, il faut participer aux règles. Maintenant, les règles doivent devenir consensuelles. Merci Yaya Bello. Bonsoir le plateau. J'apprécie énormément avec la certitude un élément essentiel relevé par l'un de ses professeurs. La longévité au pouvoir croit aujourd'hui chaotique dans la mesure où ce phénomène ne respecte pas les normes de la démocratie telles comme définies par la Constitution. Quant à moi, je pense que c'est une pseudo-démocratie. Malheureusement, la contribution n'est pas signée. Bonsoir à tout le panel. Pour moi, la démocratie n'existe plus en Afrique. Elle pourra exister quand les pays africains comprendront qu'ils sont frères et arrêter l'hypocrisie. C'est Ousmane depuis Bamenda. Une autre contribution rapidement. Bonsoir M. Mbaga. Vous êtes certainement actuellement l'un des modérateurs ayant un sens pointu de la répartition du timing des panélistes. Je vous suis depuis dimanche avec une grande délectation. Merci. Nous apprécions parce que généralement c'est des critiques qu'on émet à notre endroit. Paul Stéphane Manunga, le mot de la fin. Qu'est-ce qu'on fait en Afrique? On sort de la démocratie, on y reste, on améliore, on modifie. Qu'est-ce qu'on fait en une minute, le temps qui nous reste? Je pense simplement qu'il faut réadapter la démocratie à nos réalités historiques, anthropologiques et même sociologiques. Et pour le reste du temps qui nous reste, je veux rapidement dire qu'en fait, les Camerounais tombent dans un piège. Il faut faire la sociologie électorale pour comprendre que depuis 1992, rien n'a véritablement changé. En 30 secondes, je vais expliquer. Peut-être ça va remobiliser les Camerounais autant pour moi. En 1992, le président, je crois, 38% ou 39%. Je crois la coalition qui est derrière le SDF à 35%. Bello Bouba Maïgari à 19%. On ne dit jamais ça aux gens. Quand vous faites la sociologie électorale même de l'élection de 2018, le président est dans les 70%, toute l'opposition est dans les 30%. Ça veut dire que quoi? Le FSNC, Bello Bouba Maïgari et le G20, ils donnent 20% au RDPC. Ça veut dire en réalité que le RDPC n'a que 49 ou 50%. Ça veut dire que les voix des Camerounais sont éparpillées. Et on fait croire aux Camerounais que ça a changé. Non. C'est parce que l'opposition est éparpillée qu'on fait penser aux Camerounais que ça a changé. Si l'opposition se mobilise, il gagne l'élection, même si Elekam essaye de truquer ça. Merci. On ne va pas soupçonner Elekam de truquer les élections au Cameroun.
ce qu'on va dire, c'est ce que vous avez suivi. Chacun peut se faire désormais son avis sur la démocratie au Cameroun, en Afrique. A-t-elle reculé? Vous avez votre avis. A-t-elle pris du poids? Aussi, d'autres avis pleuvent. Mesdames, Messieurs, merci une fois de plus d'avoir été au rendez-vous de Ouro Africa, votre tribune panafricaine chaque lundi lorsqu'il est 21h à Yaoundé au Cameroun. Merci Christian Noir, chercheur en relations internationales, docteur Jean de Dieu Evouna, expert en sciences sociales, Paul Stéphane Menunga, le politologue qu'on ne présente plus, Yaya Bello, jeune cadre dynamique du Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Merci à vous tous, à vous toutes d'avoir été présents, d'avoir suivi, d'avoir réagi. Retrouvons-nous lundi prochain lorsqu'il sera 21h à Yaoundé au Cameroun. Bien le bonsoir. Tu sais que ce sont tes frères qui font gagner pour le bien. Ce sont eux. Ici,